Bonjour tout le monde, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter en primeur les nouvelles fiches de la l'ASP. Ces fiches ont été évidemment réalisées en partenariat avec la Société québécoise de phytotechnologie et grâce à une subvention de mobilisation des connaissances qui a été octroyée à Jacques Brisson par le Bureau de la recherche et du développement et valorisation de l'Université de Montréal. La première fiche, c'est une version 2.0 de la précédente. Elle va traiter des généralités des marais filtrants et aussi de 3 types de marais filtrants les plus communs. La deuxième fiche, quant à elle, va être spécifique aux marais filtrants à effluent nul et la troisième, spécifique aux marais filtrants flottants. La présentation d'aujourd'hui va d'abord débuter par une introduction aux marais filtrants qui va inclure l'historique, les définitions, les composantes de la phytotechnologie, les mécanismes de traitement des polluants en marais filtrants, quels sont les principaux polluants des eaux usées domestiques et quels sont les mécanismes associés, les mécanismes de traitement, pour finir avec quels sont les types de végétaux utilisés en marais filtrants. Ensuite, on va survoler très brièvement 5 types de marais filtrants. Ça, les marais filtrants surfaciques à écoulement horizontal, les sous-surfaciques à écoulement horizontal, les sous-surfaciques à écoulement vertical, les marais filtrants à effluent nul et les marais filtrants flottants. Les fiches contiennent énormément d'informations. Donc aujourd'hui, vu la longueur de la présentation, on va aborder seulement les définitions et les avantages et limites pour chacun de ces 5 types. Et je vais aussi vous présenter des exemples internationaux et locaux. Et finalement, on va terminer avec un bref survol de l'état des lieux au Québec à travers divers secteurs. Allons-y sans plus attendre pour l'introduction aux marais filtrants. Initialement, toute l'eau usée toute l'eau usée de façon anthropique par les humains est relarguée dans l'environnement naturel, ce qu'on appelle des zones humides naturelles. On a rapidement constaté que cette eau polluée qu'on y déversait en ressortait nettement plus propre. C'est inspiré de ce processus qu'une équipe de chercheurs en Allemagne, dirigée par le docteur Kat Seidel, qui ont réalisé les premiers essais de marais filtrants artificiels. Ils ont décidé d'ingénierer ce processus naturel, puis de tenter de faire des essais pour voir si ça fonctionnait lorsque l'humain apportait son point de vue. À partir des années 1980 à 1990, la recherche sur le marais filtrant s'est nettement étoffée, puis leur utilisation se répand d'abord en Europe, puis ensuite à travers le monde. À partir des années 2000, les marais filtrants sont rendus une technologie bien développée qui peuvent traiter plusieurs types d'eau usée. Puis à l'heure actuelle, il y a plus d'une dizaine de milliers de marais filtrants qui sont en fonction mondialement pour améliorer la qualité de l'eau. Un fait particulièrement intéressant, un chercheur bien connu dans le milieu, prénommé Scott Wallace, aurait découvert un brevet qui date de 1901, qui a été déposé aux États-Unis. Puis c'est un brevet qui parle d'une technologie pour améliorer les eaux. Puis ce qu'on peut voir sur le schéma ici, ça serait ce qu'on appelle aujourd'hui un marais filtrant à écoulement vertical. Ce qui est encore plus intéressant, d'abord, ce brevet a été déposé 50 ans avant les travaux réalisés en Allemagne. Lorsque Jacques a décidé de faire l'arbre généalogique du signataire de ce brevet, ce cher Cléophas Mongeau, il a réalisé que celui-ci était né à Saint-Jean-de-Baptiste de Rouville, près de Montréal. Ainsi, les marais filtrants seraient potentiellement une invention québécoise. Maintenant, qu'est-ce qu'un marais filtrant? Un marais filtrant, c'est un écosystème artificiel qui a été conçu pour traiter les eaux usées en exploitant les processus naturels de filtration des eaux. Ils sont généralement constitués d'une enceinte imperméable, ce qui permet d'éviter la percolation de l'eau usée vers le sous-sol, vers les terres avoisinantes, d'un substrat qui d'abord aide à l'enracinement des végétaux, mais aussi qui permet une certaine filtration des polluants, des végétaux qui peuvent être flottants ou enracinés, évidemment d'un système d'apport des eaux usées et d'un système d'évacuation des eaux traitées. C'est important de noter que ce sont des composantes générales. Il y a certains types de marais, comme on va le voir un peu plus tard, qui ne possèdent pas toutes ces composantes. Maintenant, comment les marais filtrants arrivent-ils à améliorer la qualité de l'eau? On regroupe 3 types de mécanismes de traitement des polluants. On a d'abord les processus physiques, où les principaux processus physiques vont être la filtration, c'est-à-dire, comme je l'ai mentionné, la filtration des polluants à travers le substrat, et la sédimentation lorsque la colonne d'eau, elle est calme et que les polluants vont pouvoir sédimenter vers le fond.
On a aussi les processus chimiques, où les plus importants en marais filtrants vont être l'absorption, c'est-à-dire que les polluants vont être retenus par processus chimiques sur le substrat ou sur l'enceinte du marais filtrant. On a aussi ce qu'on appelle la précipitation chimique. C'est lorsque deux molécules sont en solution, vont se rencontrer, interagir, puis créer un précipité, pardon, et ainsi sédimenter vers le fond. Et finalement, il y a aussi un processus qu'on appelle la photolyse. C'est lorsque les rayons UV vont permettre de dégrader certains types de polluants. Et il y a ce qu'on appelle les processus biologiques, où on a d'abord la bioaccumulation végétale. C'est lorsque les végétaux vont accumuler les contaminants, que ce soit dans leur tissu aérien, donc dans les tiges, dans les feuilles, ou dans leur tissu souterrain, que ce soit les racines, les rhizomes, etc. Et finalement, il y a les processus de biodégradation bactériens et microbiens, qui sont les majeurs responsables de l'amélioration de la qualité de l'eau. En fait, c'est que l'activité bactérienne va consommer certains types de polluants et ainsi les dégrader en molécules moins complexes. Maintenant, pour les eaux usées des résidences, par exemple, de notre maison, quels sont les principaux polluants qu'on peut y retrouver? Eh bien, évidemment, on y retrouve de la matière en suspension. La matière en suspension, c'est toute petite particule qui va flotter dans la colonne d'eau, comme des sédiments argileux, des débris végétaux, etc. Et ce type de polluant va majoritairement être dégradé par la sédimentation et la filtration dans le bassin. On a ce qu'on appelle la matière organique, qui va être essentiellement toute matière constituée de carbone qui provient d'organismes vivants, comme des protéines végétales, des débris d'insectes et bien d'autres. Celle-ci peut être en suspension dans la colonne d'eau. Elle devient donc un MES, donc de la matière en suspension, mais elle peut aussi être dissoute dans l'eau. La matière organique, elle est majoritairement dégradée à l'aide des bactéries et des microbes. On a aussi évidemment l'azote qui est un des responsables de l'eutrophisation de nos cours d'eau. En marais filtrant, l'azote va être sous forme d'ammonium, de nitrite et de nitrate. La dégradation de ces types de composés, elle est relativement complexe, c'est-à-dire que elle est divisée en deux étapes, soit la nitrification et la dénitrification. Pour effectuer la nitrification, qui est la transformation de l'ammonium en nitrite puis en nitrate, ça demande un milieu oxygéné, donc ça demande de l'oxygène. Mais ensuite, pour transformer les nitrates en azote gazeux et donc les retourner vers l'atmosphère et les sortir du système, ce qui s'appelle la dénitrification, ça demande un milieu sans oxygène. Donc, pour éliminer complètement l'azote, on a besoin de deux différents types de milieux. Et en plus, pour effectuer la dénitrification, ça prend une source d'électrons, notamment de la matière organique. On retrouve aussi le phosphore, où en marais filtrant, il va être majoritairement sous forme d'orthophosphate, qui vont provenir des pesticides, des engrais, des détergents qu'on va utiliser à la maison. Puis le phosphore peut être précipité de manière chimique, mais va surtout être absorbé sur le substrat. Sur le long terme, les marais filtrants, leur efficacité est limitée sur le long terme pour le phosphore, puisque suite à l'absorption, après quelques années, après 10, 20 ans, le marais filtrant va être saturé. Ça demande donc de changer le substrat ou de trouver des alternatives pour éviter que le phosphore passe directement dans l'eau traitée. On a aussi les métaux lourds, c'est-à-dire tous les éléments métalloïques ou les éléments métalliques du tableau périodique. Ils sont en très faible concentration dans les eaux usées domestiques, mais on les retrouve quand même. Puis, généralement, ils peuvent être traités par précipitation chimique, adsorption et par la bioaccumulation végétale. On a aussi les pathogènes. C'est n'importe quel micro-organisme néfaste, comme certains virus, champignons, coliformes fécaux et bien d'autres. Puis, ceux-ci vont majoritairement être filtrés ou dégradés via la photolyse ou même de leur déplétion naturelle puisque leur environnement n'est plus favorable. Ces 6 types de polluants ont longtemps été considérés comme les principaux polluants à traiter dans l'eau usée domestique en marais filtrant. Aujourd'hui, grâce à l'avancement de la technologie, notamment en chimie analytique, on détecte une panoplie de contaminants de nature très complexe présents dans nos eaux usées. Ces contaminants sont dits des contaminants d'intérêt émergent. Ils peuvent être n'importe quelle molécule, un médicament, les productions personnelles, les retardateurs de flamme et bien d'autres. Puis c'est aujourd'hui un défi environnemental majeur puisque les stations d'épuration n'ont pas été conçues pour traiter ce type de polluants. Les marais filtrants sont considérés efficaces pour une panoplie de types de contaminants d'intérêt émergent,
Mais comme ils sont très variés chimiquement, les processus de dégradation le sont aussi. Ils peuvent être volatilisés, peuvent être absorbés, la photolyse peut les détruire, etc. Maintenant, quel type de végétaux on utilise en marais filtrants? Il faut savoir d'abord que les végétaux sont un attribut intrinsèque du marais filtrant. En effet, pour qu'un marais filtrant soit appelé ainsi, la présence des végétaux est obligatoire. S'il n'y a pas de végétaux, ça peut être appelé un bioréacteur ou autre chose, mais un marais filtrant a nécessairement des végétaux. Il y a 4 types de végétaux qui sont utilisés. Les plantes flottantes non enracinées, les plantes submergées enracinées, les plantes flottantes enracinées et les plantes émergentes enracinées. Pour ce qui est des plantes flottantes non enracinées, ce sont des plantes qui vont flotter librement à la surface de l'eau, puis dans une faible partie de la portion supérieure de l'eau, où leurs racines notamment va flotter librement. Ce type de végétaux la taille de ce type de végétaux varie énormément. Ça peut aller de plantes bien développées, comme la laitue d'eau que vous voyez ici à gauche, ou de plantes de très petite taille, comme la lentille d'eau à droite. On a aussi les plantes submergées enracinées, qui, elles, sont des plantes où les parties aériennes sont constamment submergées dans la colonne d'eau et elles sont enracinées dans le substrat, comme l'élodie du Canada et le myriophylle que vous pouvez voir ici. Les plantes flottantes enracinées, quant à elles, sont enracinées dans le substrat, évidemment, mais leurs parties aériennes sur les feuilles vont flotter à la surface de l'eau, comme les nymphéas, les brasinies et bien d'autres espèces. Et finalement, on a les plantes émergentes enracinées. Ce sont des plantes qui sont enracinées dans le substrat, mais que les parties aériennes, soit les tiges et les feuilles, vont rester constamment au-dessus de la surface, comme la quenouille et le roseau commun. Ce type de végétaux, c'est le type de végétaux qui domine dans les zones humides naturelles, mais ce sont aussi les végétaux qui sont le plus utilisés pour les marais filtrants. Maintenant, comment choisir? Quels sont les critères de sélection pour les espèces végétales? C'est important de savoir que tout dépendant du type de marais filtrant, ces choix peuvent varier. Par contre, on peut créer des généralités. Notamment, il faut évidemment que les espèces végétales soient tolérantes à l'eau usée qui y sont exposées. C'est aussi important qu'il y ait une croissance rapide, une biomasse importante et un système racinaire robuste, puisque d'abord, ça permet une plus grande consommation d'eau et potentiellement une plus grande dégradation des polluants. C'est aussi intéressant de regarder l'indigénat de l'espèce, puisque, évidemment, on ne veut pas créer d'invasion avec une espèce qui peut être exotique, envahissante, mais le fait de choisir une espèce indigène, ça permet aussi de promouvoir la biodiversité locale. C'est aussi important de valider la tolérance aux maladies de l'espèce, mais surtout, c'est important de s'assurer d'une accessibilité locale, particulièrement vrai pour les systèmes à grande échelle où, à travers les années, les plants vont devoir être remplacés. C'est donc important que les plants soient accessibles. Et finalement, pour permettre une plus grande acceptabilité sociale, c'est très intéressant de choisir des végétaux avec des couleurs variées ou des ampes florales très colorées, ce qui permet d'ajouter à l'esthétisme de l'installation. Une question très importante, je trouve, est-ce mieux de choisir une monoculture ou une polyculture? À l'heure actuelle, la plupart des marais filtrants vont utiliser qu'une seule espèce sur l'ensemble de la parcelle. Une monoculture, pardon, une monoculture, c'est évidemment moins coûteux et c'est plus simple d'entretien et d'opération puisque la même espèce requiert le même type d'entretien. Pourtant, il a été démontré qu'en général, les communautés naturelles diversifiées sont plus efficaces pour apporter des services écosystémiques. Est-ce que c'est le cas en marais filtrant? Est-ce que la diversité végétale permet d'améliorer la qualité de l'eau, par exemple? Ça devrait techniquement être le cas puisque une diversité végétale apporte une diversité microbienne qui permettrait de dégrader une plus grande diversité de types de polluants, en plus de promouvoir des périodes de croissance variées, ce qui permettrait d'allonger la période de croissance des végétaux et ainsi d'améliorer la capacité de consommation d'eau. Pourtant, à l'heure actuelle, c'est difficile d'établir la relation entre biodiversité et qualité de l'eau. Il y a plusieurs recherches qui, certes, vont dénoter des effets significativement positifs, mais il y a d'autres recherches qui vont dénoter des effets négatifs ou d'autres recherches qui vont dénoter qu'il n'y a pas de différence entre les deux. Il y a une méta-analyse conclut que pour le moment, même s'il n'y a pas d'avantage à avoir une polyculture pour améliorer la qualité de l'eau, celle-ci est aussi efficace que la monoculture la plus performante. Mais la polyculture va aussi apporter une résistance face aux stress environnementaux, une résistance face aux maladies
en plus de promouvoir un habitat de plus grande valeur pour la faune et d'améliorer l'esthétisme. Avant d'aborder brièvement les 5 types de marais filtrants, une question bien importante aussi, c'est comment sélectionner le type de marais filtrant. De façon très générale, le type de marais filtrant sélectionné va varier en fonction du type de traitement souhaité. Quels sont les types de traitements souhaités? Quels sont les types de traitements pour les eaux usées domestiques? On a d'abord le pré-traitement, qui est l'enlèvement des déchets volumineux. On a le traitement primaire, qui est l'enlèvement de la matière en suspension et une partie de la matière organique en suspension. Le traitement secondaire, qui lui permet d'enlever les polluants dissous, comme l'azote, le phosphore et la matière organique dissous. Et le traitement tertiaire, qui est souvent appelé traitement de polissage, qui permet lui d'enlever certains pathogènes et les nutriments restants. Donc, pour faire le choix du type de marais filtrant, évidemment, faut connaître le type de traitement souhaité et cela dépend évidemment des polluants qu'on veut cibler, quel type de polluants sont présents dans l'eau à traiter et quel type de polluants on doit enlever de l'eau avant de la relâcher dans l'environnement naturel. Finalement, il est aussi très important de considérer les bénéfices et les limites de chacun. Si, par exemple, un marais filtrant tolère peu le gel, donc dans des climats tempérés, c'est moins opportun, ou si le marais filtrant demande une plus grande superficie pour le même traitement, etc. Maintenant, survolons très rapidement les marais filtrants surfaciques à écoulement horizontal. Dans ce type de marais, l'eau se trouve principalement au-dessus de la surface du sol et elle va circuler en continu de façon horizontale dans le système, comme vous pouvez le voir sur l'image ici. C'est donc un bassin d'eau. On peut clairement voir l'eau à la surface. Ce type de marais, c'est le seul qui peut être colonisé par les 4 types de végétaux que j'ai mentionnés, soit les plantes flottantes non enracinées, submergées, flottantes et émergentes enracinées. Ce type de marais filtrant est efficace pour le traitement tertiaire, c'est-à-dire l'étape de polissage pour les eaux usées domestiques. Et malheureusement, ce type de marais filtrant fonctionne très bien en milieu tropical ou semi-tropical. Par contre, dans des climats plus tempérés, comme le Québec, puisque l'eau est à la surface et que c'est dans cette colonne d'eau que tous les processus vont se passer, lorsque l'hiver arrive, le gel va stopper tous les processus de dégradation des polluants. Ils sont donc peu adaptés pour les saisons hivernales. Ce type de marais filtrant a l'avantage d'être très simple à construire et à opérer, notamment puisque la tuyauterie est en surface, puis surtout parce que l'alimentation peut se faire à l'aide de la gravité. Par exemple, si la pente calculée est bonne, ça ne nécessite pas d'énergie pour faire fonctionner le système. C'est donc aussi un marais filtrant très économique. En plus, puisque l'eau, elle est en contact avec l'atmosphère, ça permet un échange d'oxygène entre le bassin d'eau et l'atmosphère, ce qui le rend bien aéré. Et comme j'ai mentionné, il est très adapté aux régions tropicales et subtropicales, mais à l'inverse, non adapté pour les régions tempérées comme le Québec. Aussi, si l'on regarde sa capacité de traitement par unité de surface, ce type de marais va demander une plus grande superficie que tous les autres marais qu'on va aborder aujourd'hui. Et justement, il est surtout adéquat pour un traitement tertiaire, donc des eaux peu chargées. Si malheureusement on envoie des eaux très chargées à ce système, il peut avoir des risques, notamment avec des odeurs, mais aussi on peut engendrer des moustiques vecteurs de maladies, par exemple. Dans les fiches, notamment la fiche numéro 1, il va y avoir beaucoup plus de détails sur chaque type de marais filtrant, notamment sur quel type d'enceinte utiliser, quelle est l'hydraulique, quelle pente est nécessaire pour telle dimension de bassin, quel type de substrat sont utilisés, quels végétaux sont utilisés, quels sont les critères de conception et de dimensionnement, quelle charge de polluants les marais filtrants sont capables de recevoir, quels sont les problèmes communs et finalement, quelles sont leurs opérations et entretien. Je vous conseille fortement, si vous êtes intéressé, d'aller les voir. Un bel exemple de marais filtrant surfacique à écoulement horizontal est celui-ci en Australie qui permet de traiter les eaux pluviales. On a un peu similairement la même chose pour les eaux pluviales, mais celle-ci en bordure de résidence au Danemark. Et finalement, on a un exemple local assez intéressant. C'est un bassin surfacique à écoulement horizontal qui permet de traiter les eaux de la nappe phréatique contaminées aux produits phénoliques. Donc, ce bassin qui est situé à Montréal-Est permet de pomper les eaux souterraines vers la surface, de les faire circuler dans le marais pour les traiter. Ce marais-ci en particulier reçoit aussi les effluents, donc l'eau usée des industries avoisinantes.
Maintenant, pour les marais filtrants sous-surfaciques à écoulement horizontal. Comme le nom le mentionne, ici, sous-surfacique, l'eau se trouve principalement sous la surface du sol, mais encore ici, l'eau va circuler de façon continue et horizontalement dans le système. Ce type de marais peut seulement être colonisé par des plantes émergentes enracinées, puisque les plantes flottantes ou les plantes submergées, il n'y a pas de colonne d'eau pour les autres types de plantes. De façon très intéressante, ce type de marais est quant à lui plus efficace que le premier, puisqu'il peut effectuer le traitement secondaire et tertiaire des eaux usées domestiques. Puisque l'eau reste sous la surface et la tuyauterie reste sur la surface, ce type de marais est très adapté pour les climats tempérés, comme le Québec, puisque la couche isolante de neige va permettre d'éviter le gel dans le système. Ce type de marais est très avantageux puisque d'abord, il permet de maximiser le contact entre l'eau usée et la rhizosphère. Comme j'ai mentionné au début, le principal processus de dégradation en marais filtrant, c'est grâce à l'activité bactérienne. Les plantes, surtout leur système racinaire, va permettre d'engendrer une communauté bactérienne très diversifiée puisqu'ils relarguent ce qu'on appelle des exudats racinaires. C'est donc de la nourriture, en fait, pour des bactéries. Il y a donc une plus grande communauté, une communauté plus diversifiée près des racines des végétaux. Puis ici, dans ce type de marais, l'eau usée, elle est constamment en contact avec cette communauté bactérienne qui permet la dégradation des polluants. Les coûts d'opération sont relativement bas. Certes, ils sont un peu plus élevés que les marais surfaciques. Par contre, la tuyauterie, l'alimentation peut aussi être faite de façon gravitaire, ce qui permet d'économiser des coûts d'énergie lorsque le dénivelé du site le permet. Il est aussi efficace pour le traitement secondaire des eaux usées domestiques et adapté au climat froid. En plus, puisque l'eau est sous la surface, il n'y a pas de risque d'odeur ni de risque sanitaire. Comme j'ai mentionné au début, pour effectuer la dénitrification, soit la transformation des nitrates en azote gazeux, ça prend une absence d'oxygène. Ici, puisque le milieu est constamment saturé en eau, ça engendre un milieu qui est pauvre en oxygène, ce qui va faciliter la dénitrification. Mais à l'inverse, la nitrification va être plus difficile dans ce type de milieu dû à l'absence d'oxygène. Et ce type de marais aussi a un risque plus élevé de colmatage. Un exemple que j'aime beaucoup, c'est un marais filtrant sous-surfacique à écoulement horizontal pour les eaux pluviales en République tchèque. Ce que je trouve très intéressant, c'est la diversité végétale par bande. Ça rajoute un bel aspect esthétique au marais filtrant. Un autre exemple au Royaume-Uni de marais filtrants qui permet de traiter les eaux usées domestiques secondaires. Et finalement, un exemple local, c'est un marais filtrant sous-surfacique à écoulement horizontal pour traiter les eaux domestiques de l'auberge Le Baluchon à Saint-Paulin. Les eaux domestiques vont provenir des usagers de l'auberge notamment. On a aussi un marais filtrant sous-surfacique à écoulement horizontal à Saint-Damien-de-Boclin qui, lui, permet de traiter les eaux très chargées de pisciculture. Maintenant, les marais filtrants sous-surfaciques à écoulement vertical. Comme le nom le mentionne, l'eau se trouve ici, encore une fois, principalement sur la surface du sol, sous la surface du sol, mais cette fois-ci, elle va circuler de façon verticale dans le système. Ce type de système est très particulier puisque on va envoyer un grand volume d'eau à fort débit, ce qui va complètement inonder la surface du marais, puis ensuite, elle va lentement percoler vers le fond. Il y a donc un moment où l'eau va se retrouver en surface, mais un très bref moment. Majoritairement, l'eau est toujours située sur la surface, sauf au moment de l'alimentation. C'est donc une alimentation qui n'est pas en continu cette fois-ci, une alimentation intermittente, qu'on appelle par bâchette. Encore une fois, ce type de marais filtrant peut seulement être colonisé par les plantes émergentes enracinées, et celui-ci est aussi efficace pour le traitement secondaire et tertiaire des eaux usées domestiques. Par contre, dû à l'envoi de ce fort volume d'eau, ça nécessite principalement des pompes ou certains systèmes qui vont demander de l'énergie pour envoyer ce gros volume d'eau en même temps. Et puisque la tuyauterie est en surface, ce type de marais est moins adapté pour les régions tempérées. C'est toutefois une façon de contrer ce problème. On va en parler un petit peu plus. Encore une fois, ce type de marais va permettre de maximiser le contact entre l'eau usée et la rhizosphère. Il est efficace pour le traitement secondaire.
Et celui-ci va nécessiter une plus petite superficie par unité de surface que les deux autres marais filtrants que j'ai mentionnés. Il est donc plus efficace par unité de surface pour les mêmes types de polluants. Le risque de colmatage il est ici aussi plus modéré puisque l'eau chargée en particules va d'abord commencer par le dessus. Donc, les fines particules vont rester sur la première couche de la litière, puis c'est l'eau filtrée qui va descendre vers le fond. Puisqu'il y a ce principe de pare bâché, ça va permettre aussi à l'oxygène d'entrer dans les interstices, donc dans les pores du substrat, ce qui va faciliter la nitrification. À l'inverse, la dénitrification va y être plus difficile. Aussi, évidemment, comme il est très performant et qui demande l'usage de pompes, etc., les coûts de construction vont être plus élevés et les coûts d'opération aussi que les deux types précédemment mentionnés. Et comme je l'ai dit, ils ne sont pas très adaptés au climat froid. On peut voir ici un exemple de marais filtrant sous-surfacique à écoulement vertical pour les eaux domestiques en France. Un autre pour les eaux usées domestiques d'un camping aux Pays-Bas. Et finalement, un marais filtrant sous-surfacique vertical, c'est en fait un projet pilote de 3 ans, donc celui-ci est malheureusement plus en fonction. Il servait à traiter les eaux municipales de Saint-Roch-de-la-Chigan. Ce qui est intéressant avec cet exemple, c'est que ce marais filtrant a fonctionné l'hiver. Grâce, grâce à leur idée d'isoler du froid les tuyaux, la tuyauterie avec une mousse de polystyrène et des câbles chauffants, ce qui a permis au marais filtrant d'effectuer son travail même l'hiver. Il y a donc certaines modifications qu'on peut apporter au système pour contrer un peu les limites des marais, leurs limites en fait. Un bref aparté, il y a aussi ce qu'on appelle les marais filtrants hybrides. C'est simplement plusieurs types de marais filtrants placés en série. Pourquoi c'est avantageux? Parce qu'on combine les forces des différents types de marais utilisés. Comme vous pouvez voir sur la photo ici, on débute d'abord avec un marais filtrant sous-surfacique à écoulement vertical, qui lui est oxygéné, donc facilite la nitrification. Puis ensuite, on envoie l'eau dans un marais filtrant sous-surfacique à écoulement horizontal, qui lui est plus opportun pour la dénitrification. Donc, grâce à cet assemblage, on peut améliorer, optimiser l'enlèvement de l'azote total en combinant les forces de chacun des types. Comme les forces de chacun sont optimisées, ces types de marais sont capables d'effectuer le traitement primaire, secondaire et tertiaire des eaux usées domestiques. Un exemple très particulier est l'exemple de ce marais filtrant hybride pour les eaux usées domestiques et municipales en Thaïlande. Ce que je trouve intéressant de l'exemple, c'est l'esthétisme. Juste par l'esthétisme, juste par la configuration du marais, ils ont réussi à apporter un grand tourisme à cet endroit. Un exemple local, qui serait le marais filtrant hybride situé à la Biosphère de Montréal, lui sert à traiter les eaux usées domestiques du Musée de l'Environnement. C'est important de noter que cette photo date de 1995, qu'aujourd'hui, il y a énormément changé, mais surtout qu'il est momentanément désactivé pour une mise à jour. C'est toutefois un très bel exemple de marais hybride local. Maintenant, on a les marais à effluent nul. Ceux-ci sont un peu plus particuliers, sont moins conventionnels que les 3 types plus communs que je viens de mentionner. D'abord, ces types de marais ont la particularité d'évapotranspirer toutes les eaux reçues par le système, c'est-à-dire les précipitations et les eaux usées qu'on lui envoie. Il n'y a donc aucune sortie d'eau, comme vous pouvez voir sur le schéma ici. En général, il va être constitué d'un système d'apport des eaux usées, de végétaux émergents, d'un substrat et d'une enceinte imperméable. À l'heure actuelle, les seuls végétaux qui ont été testés pour ce type de marais filtrant sont les saules, qui possèdent un fort taux d'évapotranspiration, justement pour permettre d'éliminer la majorité de l'eau qui entre dans le système. Puisque l'eau qui entre dans le système est variable, incluant les précipitations et la consommation variable d'un bâtiment, par exemple, ce type de marais va avoir des saturations du niveau de l'eau à des niveaux variables. Celui-ci aussi est efficace pour le traitement secondaire et tertiaire des eaux usées domestiques, mais il est malheureusement peu adapté aux conditions hivernales. Même si la tuyauterie est sous la surface, ce type de marais est vraiment efficace parce que les végétaux sont capables d'évapotranspirer énormément d'eau. C'est sûr que durant la saison hivernale des régions tempérées, les végétaux n'ont pas du tout la même capacité. En fait, ils sont en période de dormance, donc ils ne vont pas évapotranspirer l'eau. Il y a des façons de pallier à ça pour avoir des marais filtrants à flux nul dans des régions tempérées. C'est de créer un bassin plus grand qui va permettre de stocker les eaux
ou même de créer un espace de stockage à l'extérieur du marais qui va permettre de stopper les activités durant l'hiver. Ce qui est intéressant avec ce type de marais filtrants, c'est qu'ils sont adaptés au nombre de rejets les plus sévères, en effet, puisqu'il n'y a pas de rejet liquide. Comme il n'y a pas de rejet liquide, ça veut dire que, certes, la majorité des polluants vont être dégradés à travers le système, comme les autres types de marais, mais il y a certains types de polluants qui vont être accumulés dans le bassin, comme les métaux lourds. Est-ce qu'après 10, 20 ans, ce type de marais va devenir très toxique puisqu'il va avoir une forte une accumulation de métaux lourds? À l'heure actuelle, c'est très difficile de dire puisqu'il y a peu de données empiriques sur les marais filtrants à effluent nul. Par contre, il y a des chercheurs qui ont utilisé des concentrations moyennes retrouvées dans le usée domestique, puis qui ont modélisé plusieurs scénarios. Puis selon le pire scénario sur 25 ans, les concentrations des métaux lourds seraient toujours en deçà des normes législatives agricoles. C'est donc une très bonne nouvelle. Ce type de marais filtrant permet de maximiser le contact, encore une fois, entre l'eau usée et la rhizosphère, est efficace lui aussi pour le traitement secondaire. Ce qui est vraiment intéressant avec ce type de marais, c'est qu'il protège à 100% l'environnement des rejets liquides puisqu'il n'y a pas de rejet. Un grand problème avec ce type de marais, c'est les calculs de dimensionnement. Puisque, en fait, ça demande d'abord de bien connaître les précipitations, l'humidité, en fonction les variations des précipitations sur un an. Ça demande aussi de connaître la capacité des végétaux à évapotranspirer l'eau. D'où pourquoi seulement les sols ont été utilisés à date. Il y a beaucoup de recherches sur l'évapotranspiration des sols. Un bassin qui va être sous-dimensionné va être constamment inondé et un bassin qui va être surdimensionné va constamment nécessiter un apport plus grand en eau pour faire vivre les végétaux. C'est donc très important de bien connaître l'évapotranspiration, la quantité de précipitation puis la quantité d'eau usée que le marais va recevoir pour le dimensionner. Les coûts d'opération et de construction sont aussi plus élevés que les marais surfaciques et sous-surfaciques à écoulement horizontal. Et ceux-ci vont nécessiter une plus grande superficie puisque dans les calculs, il faut inclure les périodes de forte pluie, la fonte des neiges. Le bassin est donc constamment surdimensionné pour permettre de contenir ces moments un peu différents de la moyenne. Et le substrat est peut-être à traiter en fin de vie. C'est sûr que vu le volume d'eau qui peut passer dans le marais filtrant, simplement avoir à traiter un substrat en fin de vie, c'est assez intéressant quand même. Et ça veut pas dire, tout dépend du type de polluant qu'il y a dans l'eau, ça veut pas dire que vous allez avoir besoin de traiter le substrat en fin de vie. Ce type de marais filtrant serait né au Danemark. Puis le Danemark, c'est aujourd'hui c'est le pays avec le plus de marais filtrants avec effluent nul, avec plus de 5000 systèmes en opération. Le Danemark utilise les marais filtrants à effluent nul principalement pour les résidences isolées, c'est-à-dire qui ne sont pas connectées à un système de traitement centralisé. Puis on peut voir un bel exemple ici de marais filtrants à effluent nul pour les eaux usées domestiques. L'Irlande, dernièrement, a aussi commencé à utiliser les marais filtrants à effluent nul avec quelques variantes, notamment en raison du climat. Et vous pouvez voir un bel exemple ici pour une eau usée pour une résidence. On a la chance d'avoir un marais filtrant à effluent nul au Québec, et c'est grâce à Chloé Fredette, qui est la présidente de la SQP. Dans le cadre de son doctorat, elle a conceptualisé et réalisé un marais filtrant à effluent nul situé au Jardin botanique. Ce marais filtrant permet de traiter les eaux qui contiennent des pesticides que les horticulteurs vont utiliser et va aussi traiter les effluents de l'Institut de recherche, les influents qui peuvent être contaminés avec plusieurs produits très toxiques, justement comme c'est en recherche. Donc, ce marais filtrant permet de contenir tous ces contaminants à l'intérieur et de les volatiliser dans l'atmosphère. Finalement, on va terminer avec le dernier type de marais filtrant qu'on va voir aujourd'hui, un type de marais filtrant qui est très prisé à l'heure actuelle, les marais filtrants flottants. Les marais filtrants flottants sont des plateformes qui flottent, plantées de végétaux et ancrées sur un plan d'eau. En général, il va être constitué de végétaux émergents enracinés, d'une plateforme flottante et d'un substrat, mais celui-ci est optionnel. Ce qui est intéressant, puisque le marais flotte à la surface de l'eau, il peut s'adapter à une grande variabilité de fluctuation de l'eau. À l'heure actuelle, ce type de marais filtrant est très efficace pour le traitement tertiaire des eaux eutrophes de divers plans d'eau. Mais pour des raisons très évidentes, il est malheureusement pas adapté aux conditions hivernales à cause du gel.
Je trouvais intéressant d'aborder la variabilité dans les plateformes. On peut avoir d'abord évidemment, c'est des matériaux légers, toujours pour améliorer la flottabilité du système. Il peut y avoir des installations plus artisanales, comme en utilisant des tubes PVP, polyester, du bambou maillé, comme vous pouvez voir sur les exemples ici, ça peut être très varié. Il y a même des plateformes qui peuvent être individuelles par végétaux, comme vous pouvez voir sur l'exemple à droite complètement. Mais il y a aussi des technologies qui sont brevetées. Donc, comme les deux matelas que vous pouvez voir ici, les deux plateformes flottantes. Donc, sont déjà tout faits. Vous avez simplement à les acheter puis à implanter vos végétaux dessus. Il y a aussi maintenant des compagnies qui vont implanter le système au complet sur le plan d'eau. Ça peut ressembler à la photo en bas à droite que vous pouvez voir. En général, les plateformes vont être soutenues à l'aide de câbles qui va permettre d'améliorer la flottabilité, mais surtout d'éviter la dérive du marais filtrant flottant. Ce qui est intéressant avec ce type de marais, c'est la diversité des plateformes. Pour les raisons que j'ai mentionnées, tout ce que ça prend, c'est une certaine flottabilité, donc libre à la créativité pour les diverses formes de marais filtrant flottant. Les avantages et limites de ce type de marais, évidemment, encore une fois, le contact entre l'eau usée et la rhizosphère est maximisé puisque les racines flottent librement dans la colonne d'eau. Ils peuvent tolérer des niveaux d'eau très variables. Le principal avantage, selon moi, c'est qu'il n'y a pas de perturbation du site d'implantation. Les marais filtrants, les 4 derniers types que j'ai mentionnés, ça va demander une excavation, ça va demander une certaine perturbation du site, tandis que celui-ci est seulement ajouté sur le dessus du plan d'eau. À l'heure actuelle, il est très efficace pour la lutte contre l'eutrophisation, non seulement en raison des processus de dégradation des polluants du marais, mais aussi puisqu'ils apportent un certain ombrage sur le plan d'eau, ce qui diminue la prolifération d'algues. Et son grand esthétisme permet une acceptabilité sociale très grande. Ils sont très, très beaux. Par contre, ils sont moins efficaces pour les régions tempérées et ils sont moins efficaces pour les polluants dissous. À l'heure actuelle, ils sont moins efficaces que les 4 derniers types que j'ai mentionnés pour les polluants dissous. Par contre, ils sont aussi efficaces pour les particules en suspension et la matière organique en suspension. Un problème avec ce type de marais, c'est aussi bien important de connaître l'hydraulique du site. Si, par exemple, on a un plan d'eau, puis on place le marais filtrant flottant à un certain endroit, puis qu'on se rend compte que l'écoulement de l'eau se fait complètement à gauche, alors on maximise pas les performances du marais puisque l'eau usée va pas passer majoritairement en dessous du marais filtrant. Et parfois, ça peut être fastidieux de connaître l'hydraulique du site. Aussi, puisque c'est une technologie relativement nouvelle, trouver le moment idéal pour la récolte des végétaux est encore en recherche, disons. Les végétaux, durant la saison de croissance, vont bioaccumuler les contaminants, puis les stocker dans leur partie souterraine, donc les racines, mais ensuite les relocaliser vers les parties aériennes. En fin de saison, c'est l'inverse qui peut se passer et de façon très drastique, donc les polluants qui sont dans les parties aériennes peuvent redescendre vers les racines. Puis si on effectue une récolte partielle, c'est-à-dire une récolte de seulement des parties aériennes, on laisse certains polluants dans le système. À l'inverse, si on enlève tous les végétaux à chaque année, c'est un peu destructeur pour la plateforme. En plus, le moment de récolte varie en fonction du type de végétaux. On a besoin d'avoir des normes un petit peu plus claires. La recherche n'est pas encore parfaite pour le moment optimal de récolte. À l'heure actuelle, ils proposent de prendre des échantillons des parties aériennes et des parties souterraines pour connaître un peu où sont les polluants. Et ça engendre des coûts ça engendre de forts coûts pour le moment. Un exemple de marais filtrant flottant qui traite les eaux urbaines en Chine. Un autre exemple pour les eaux municipales au Pakistan. Un exemple local qui est un type de marais filtrant flottant qui va traiter les eaux du lac Ossisco à Rouyn-Noranda. Un autre qui va traiter les eaux d'un lac eutrophe en Ontario. Et finalement, les marais filtrants flottants qui vont permettre d'améliorer la qualité de l'eau d'un étang du Jardin botanique de Montréal. Pour résumer, on peut en déduire que les premiers types de marais filtrants que j'ai abordés sont efficaces pour faire le traitement des eaux usées domestiques. Le premier étant efficace pour le traitement tertiaire et les deux suivants sont efficaces pour le traitement secondaire et tertiaire des eaux usées domestiques. Les marais filtrants effluents nuls sont très optimales lorsque les normes de rejet sont très sévères, où on veut protéger l'environnement avoisinant ou lorsque le substrat
et imperméables, comme de l'argile, par exemple. Mais ils sont aussi très pertinents lorsqu'on a un contaminant récalcitrant dans nos eaux qu'on n'arrive pas à éliminer. Ce type de marais va permettre de le stocker puis de traiter un grand volume avant de devoir traiter le substrat. Et finalement, les marais flottants permettent à l'heure actuelle de bien traiter, de bien réduire l'eutrophisation de divers types de plantes d'eau. Je vous conseille d'aller voir les fiches, encore une fois, pour avoir beaucoup plus de détails sur leur conception, dimensionnement, quelles sont exactement les variantes dans les matériels, etc. Maintenant, passons à travers un bref survol de l'état des lieux au Québec. À travers la présentation, vous avez pu voir quelques exemples locaux, mais qu'en est-il exactement de l'implantation des marais filtrants? Pour ce qui est de l'eau usée domestique collective, c'est-à-dire l'eau usée qui va provenir de municipalités, d'établissements commerciaux, institutionnels, etc., tout bâtiment qui va générer plus de 3240 litres par jour. Eh bien, à l'heure actuelle, il y aurait 19 installations municipales de marais filtrants dans la province. Voici quelques exemples ici, puis on en a discuté à travers la présentation aussi. Pour ce qui est des eaux usées domestiques résidentielles, c'est-à-dire tout bâtiment à débit de moins de 3240 litres par jour. À l'heure actuelle, c'est vraiment difficile d'évaluer la quantité de marais filtrants implémentés au résidentiel puisque c'est un secteur privé. Par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a un seul système de marais filtrants qui a reçu les certifications nécessaires au Bureau des normes du Québec, qui s'appelle Ecofiltre et qui appartient aujourd'hui à la compagnie Biofiltra. Vous pouvez voir un exemple de ce marais sur la photo ici. Et finalement, on a les eaux usées industrielles. Donc, on sort de la nature résidentielle et domestique des eaux. On parle vraiment de divers types d'eau qui peuvent être contaminés à divers types de polluants. Tout dépend de l'industrie. Il existe aujourd'hui une dizaine de marais filtrants qui sont liés aux effluents des industries à ce jour, notamment quelques exemples, et on en a vu aussi dans la présentation. Au risque de me répéter, les fiches à venir sont très complètes, puis sont basées sur une revue de littérature, sur une grande revue de littérature scientifique. Puis, elles vont avoir aussi plusieurs exemples et plusieurs recherches qui vont vous permettre d'en apprendre vraiment plus sur les marais filtrants. J'aimerais remercier la Société québécoise de phytotechnologie, l'Université de Montréal, Jacques Brisson et les relecteurs de la fiche. Et je vous remercie aussi, vous, pour votre écoute. Avez-vous des questions? Bon, merci beaucoup, Lauriane. Donc, je prends juste 1 minute avant la période de questions et réponses. Vous vous rappelez les colloques annuels dans 2 semaines. Et ensuite, nous aurons une visite technique le 6 juin. Donc, nous avons plusieurs questions dans les... Lauriane, tu peux les voir. Nous avons questions de... le premier est de Pierre Toul. Ouais, j'aime bien la question d'ailleurs. Quelles sont les pistes d'élimination, valorisation pour les substrats en fin de vie, saturants en phosphore par exemple, peuvent-ils être utilisés en marais filtrants? Il y a plusieurs recherches qui tentent, puisque le phosphore, c'est un élément qui éventuellement va arriver, on va manquer de phosphore puisqu'on utilise beaucoup le phosphore, puis c'est un élément qui se régénère pas, en général, pour la planète. Il y a beaucoup de recherches qui essayent d'extraire le phosphore qui est absorbé sur le substrat en marais filtrant pour permettre de le réutiliser, notamment en type d'engrais ou etc. Il y a aussi d'autres pistes pour les substrats en fin de vie. Ça serait d'utiliser la phytoremédiation. Donc, encore une fois, utiliser les végétaux pour dégrader d'une manière non hydroponique, c'est-à-dire excaver, mettre le substrat à quelque part, puis mettre des végétaux pour permettre une autre dégradation des polluants. Ou sinon, malheureusement, il faut l'envoyer pour être traité. Mais il y a beaucoup de recherches qui essayent de réutiliser d'une manière très inventive les substrats. Je pense que d'ici quelques années, on va avoir beaucoup de solutions, en fait, effectives pour cette question. J'invite aussi à ceux qui veulent faire vos questions live. Vous avez aussi cette option, vous pouvez juste lever la main et dire vos questions. Ça aussi, c'est une très bonne question. Encore une fois, de Pierre Toul. Sachant qu'il existe une panoplie de systèmes, voire d'ensemble de systèmes, est-il tout de même possible de statuer les durées de vie utiles moyennes pour chacun des systèmes en conditions d'utilisation normale? Cette information se trouve-t-elle sur les fiches? Eh bien oui, cette information est dans les fiches.
Mais tu l'as bien dit, en fait, ça doit être c'est basé sur des moyennes de polluants. C'est sûr que ça peut varier extrêmement en fonction du type d'eau à traiter, mais si on utilise les moyennes, oui, il y a des durées de vie qui sont bien établies, puis en général, ils vont tourner autour de 10 à 20 ans, puis il y a même des marais, pardon, qui fonctionnent encore depuis 25-30 ans sans avoir fait de modification du substrat. Maintenant, une question de Félix Leclerc. Est-ce que les plateformes ont déjà été testées sur les étangs aérés pour traiter les eaux usées d'une municipalité? Oui, en fait, l'exemple que j'ai montré au Pakistan, c'était peut-être pas très clair, mais c'était ça. C'était situé dans un étang aéré pour traiter les eaux usées d'une municipalité. Par contre, basé sur sur ma recherche de littérature, ils sont pas encore très efficaces pour les polluants d'ici. C'est sûr que ces étangs aérés peuvent parfois contenir des trucs un petit peu plus difficiles pour ce type de marais filtrant. Ça serait intéressant de voir la recherche où elle va pour voir si on peut pas optimiser leur efficacité. Ensuite, on a une question de Mario Eppel. Question 1. Oups, pardon. Question 1. Doit-il avoir des surfaces en eau libre? Doit-il avoir des surfaces en eau libre? Pour quelle raison? Oui, c'est intéressant. En fait, ça, c'est mentionné dans la fiche, particulièrement pour... En fait, le seul marais filtrant qui va avoir une surface en eau libre va être les surfaciques, c'est-à-dire où l'eau va être sur la surface. Puis oui, c'est intéressant de faire varier les profondeurs pour améliorer l'oxygénation. Je ne sais pas si ça répond exactement à ta question parce que les autres types de marais filtrants, en tant que tel, l'eau est sous la surface. Par contre, si on y va avec des marais filtrants hybrides, oui, c'est très intéressant d'avoir des surfaces d'eau libre parce que justement, les rayons UV vont dégrader beaucoup de types de polluants différents de ce qui peut se produire à l'ombre dans les marais filtrants sous-surfaciques. Donc oui, si on y va avec les marais filtrants hybrides, c'est très pertinent d'ajouter des surfaces en eau libre. Nous avons Martin Lafrance qui veut faire une question. Oui, Donc, vous pouvez y aller, Martin. Ou sinon, on peut répondre une autre question lorsqu'on attend. j'aimais bien la question 2 de Marie Eppel. Le roseau commun, c'est une espèce envahissante. J'imagine que l'on doit éviter de l'utiliser, même si c'est efficace pour la filtration. On a une partie qui explique l'histoire du roseau commun dans la fiche. On a aussi un roseau indigène. Puis, il y a une recherche qui a été faite en mésocosme, donc pas à grande échelle, qui compare notre roseau indigène au roseau commun. Il faut savoir que le roseau commun est très efficace pour traiter les eaux et est très utilisé en Europe. Malheureusement, ici, comme vous le savez, il est très invasif. Puis, cette recherche a déterminé que le roseau indigène du Québec, malgré sa plus petite taille, serait aussi efficace que le roseau commun. Ce qui est vraiment intéressant, moi, je l'ai utilisé aussi dans mon projet de recherche de maîtrise, le roseau indigène, et son efficacité, elle est très similaire au roseau exotique commun. Puis, dans la recherche que je mentionne, il a même été plus efficace pour l'enlèvement du phosphore que le roseau exotique. Il y aurait peut-être une revalorisation de notre biodiversité indigène à faire dans nos installations en utilisant les capacités du roseau indigène. Ensuite, je vais peut-être répondre à celle de Francis Forêt et revenir. En système hybride, est-ce une bonne idée de combiner en amont un bassin de rétention en retenue permanente comme première étape de filtration et aussi assurer un débit constant au marais filtrant en aval? Certainement, en fait, il y a beaucoup de marais, je ne sais pas si c'est exactement la question, mais il y a beaucoup de marais filtrants qui vont avoir, par exemple, une fosse septique et qui va imiter un bassin de rétention, qui va effectuer, en fait, le traitement primaire, puis ensuite envoyer dans le marais filtrant pour effectuer le traitement secondaire. Oui, assurer un débit constant au marais filtrant en aval, c'est très pertinent, d'où pourquoi pourquoi avoir une installation comme une fosse septique, comme un bassin de rétention, c'est très pertinent. Oui, ça se fait beaucoup en Europe. Comment bien hiverniser un marais filtrant flottant installé sur un étang au Québec? C'est une très bonne question. En fait, je suis à la rédaction de l'opération d'entretien des marais filtrants flottants. Puis, ce que j'ai lu pour le moment, c'est retirer complètement la plateforme. Mais effectivement, que ça serait intéressant de ne pas perturber le système ou de ne pas s'engendrer
ce coût d'opération-là, ce temps d'opération-là, puis de l'isoler sur place. Je vais faire mes recherches, voir si c'est accessible, puis si oui, ce serait écrit dans la fiche. C'est une très bonne question. Une question de Blandine Barton. Est-ce que les marais filtrants tolèrent les effluents chauds des industries? C'est une très bonne question. Ça dépend des températures, en fait, puis ça dépend des végétaux. C'est toujours ça la réponse, en fait. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Je sais qu'il y a des températures qui peuvent aller au-dessus de 40 qui ont déjà bien fonctionné. Les marais filtrants ont déjà bien fonctionné pour une eau des températures de 40 degrés. Par contre, je pense qu'il serait quand même intéressant d'avoir un bassin pour réduire la température de l'eau avant de l'entrer dans le système, parce que le but, c'est que nos végétaux soient en santé pour qu'ils puissent enlever le plus de polluants. Est-ce que la membrane étanche peut être composée d'argile? Dans certains pays, comme en Irlande, les bassins, les enceintes imperméables sont composées d'argile. Par contre, parfois, il y a certaines percolations qui peuvent se passer. Il faut donc s'assurer que la nappe phréatique est à plus d'1 mètre, par exemple, ou que l'eau contient pas des polluants très toxiques. Mais oui, en général, ça peut être composé d'argile. Par contre, ici, c'est fortement recommandé d'avoir simplement une membrane, un géotextile qui permet d'imperméabiliser. Une question de Sophie Bérard. Quels sont les facteurs à considérer pour choisir un marais filtrant pour le traitement des eaux pluviales? Oh, c'est une question très spécifique. En fait, de la recherche que j'ai faite pour le moment, les eaux pluviales sont relativement, tout dépend de la région, tout dépend de la composition des toits, puis de bien d'autres choses, mais sont relativement faibles en charge de polluants. C'est donc pourquoi il y a beaucoup de marais filtrants surfaciques, comme vous avez pu le voir dans mes exemples, qui sont efficaces pour traiter les eaux pluviales. En général, traiter les eaux pluviales, c'est relativement facile puisqu'ils sont peu chargés. Donc, tout type de marais filtrant peut être efficace. Maintenant, ça va dépendre de l'espace qui est disponible parce que les surfaciques vont prendre plus d'espace et ça va dépendre aussi du climat de la région. Ensuite, on a une question, je sais pas il est quelle heure, Alejandra, si jamais je dépasse, tu me fais signe. Nous avons le temps pour 3 questions. OK. Une question de Lucie Maltais. Est-ce que dans les fiches, on parle de l'entretien de ces différents types de marais, incluant l'aspect économique? Très bonne question. Oui, pour tous les types de marais filtrants, on va parler notamment des tâches d'opération et des tâches d'entretien. Donc, tout ce qui est en général lié à l'opération et l'entretien est très bien détaillé dans les fiches. Pour ce qui est de l'aspect économique, ça varie énormément d'abord entre pays, puis ça varie énormément en fonction de la grandeur, puis de la grandeur du marais, qui, elle, va dépendre du type de polluant. Ça va varier énormément en fonction du coût des matériaux, quel type de matériaux on va utiliser. Le seul aspect économique qui est abordé dans les fiches va être dans les marais filtrants à effluent nul, puisque au Danemark, ils ont fait une bonne étude sur justement quels étaient les coûts liés aux marais filtrants à effluent nul. Malheureusement, pour les autres types de marais, ce ne sera pas abordé puisque ça dépend d'une myriade de paramètres pour déterminer un prix optimum. Maintenant, j'ai une question de Kawina Robichaud. Nous avons ok. Ah oui, génial. Je suis toute oui. Je vais trouver, voir s'il n'y a pas une autre question. J'avais quelqu'un qui en avait plusieurs. Y a-t-il une analyse de risque de contamination des espèces animales par bioaccumulation? Très intéressant comme question. Non seulement animales, mais les insectes aussi qui vont pouvoir s'y installer. Est-ce qu'il y a un danger de propager ces contaminants-là? Encore une fois, ça va dépendre du type de polluant. Ça va dépendre de la capacité de la plante à bioaccumuler. Est-ce que les polluants vont se retrouver en surface sur les surfaces foliaires? Et là, les animaux qui vont s'y installer peuvent y être contaminés, en fait. La réponse simple, ça serait que les marais filtrants surfaciques où l'eau est en surface seraient les plus dangereux pour cette dite contamination lorsque les animaux vont aller s'abreuver, par exemple, dans le bassin. Comme ce type de marais est efficace seulement pour le traitement tertiaire, donc le traitement de dernière étape, c'est souvent une eau qui est peu chargée, qui est présente dans le marais. Par contre, il n'y a pas énormément de recherches qui va... Il y en a quelques-unes, mais il n'y a pas énormément de recherches qui... Aucune recherche va dire que ça a été néfaste et que ça a engendré la mort ou la toxicité de certains animaux.
Mais c'est toujours optimum de bien fermer l'enceinte avec des clôtures, avec des barrières pour éviter que la faune s'y introduise puis que par malheur, il y a un contaminant très toxique puis que ça peut s'engendrer ceci. Mais les marais filtrants flottants, par exemple, sont très fréquentés par les espèces d'oiseaux, etc. Et pour le moment, dans la littérature, il n'y a pas d'exemple où c'est très néfaste pour la faune. Question 4. Au niveau de l'entretien, doit-il y avoir du dragage pour retirer les boues contaminées sédimentées? Les boues, en fait, font partie du traitement primaire, c'est-à-dire l'envoi de l'eau brute dans le marais filtrant. Il y a certains types de marais filtrants, notamment le système français, qui est adapté pour recevoir les boues. Puis, ce qui est génial avec ce type de système, c'est un marais filtrant à écoulement vertical au début où on envoie directement les eaux brutes, puis les boues vont s'accumuler en surface. Mais durant les saisons un petit peu plus fraîches, les boues finissent par sécher, puis les tiges des roseaux vont permettre l'écoulement doucement des boues séchées vers le fond. C'est sûr que éventuellement, comme un système, en fait, le système que vous voyez sur la photo de question ici, c'est un système qui traite des boues. Puis, lorsqu'on passe près, c'est sûr qu'il y a des fortes odeurs, il y a des moustiques, il y a plusieurs choses. Donc ça, si on veut traiter des eaux brutes, ce qu'on fait pas au Québec, malheureusement, à cause du climat, mais en France ou en Europe, c'est très fait. Il y a beaucoup de risques d'odeur, de moustiques aussi. Mais ce marais fonctionnait, je pense, depuis 10 ans, puis ils ont pas fait l'enlèvement des boues encore pour le moment. Il n'est pas arrivé à saturation, mais éventuellement, oui, les boues vont venir colmater le bassin du marais filtrant, mais ça va prendre beaucoup de temps.